La pluie n'a pas cessé de tomber sur Thornwood Hall, et quelque part derrière ces rideaux de velours, une simple toux résonnait plus fort qu'un cri. Une tempête gronde, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur, remplie de rôles cachés, de verres brisés et de la cruauté silencieuse de l'envie. D'où dans le monde, écoutez-vous, aujourd'hui? Quelle heure est-il là où tu es? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Installez-vous avec quelque chose de chaleureux. Le décor est planté, les secrets attendent, et la vérité est sur le point de tirer sa révérence finale. Commençons l'histoire. Le vent hurlait à travers les collines, couvertes de bruyères, tandis que la voiture se balançait le long de la ruelle étroite, les roues fendant la boue et l'eau de pluie dans une égale mesure. À l'intérieur, Hercule Poirot était assis, bien droit, les jambes précisément croisées, le moindre pli entre ses sourcils, trahissant un inconfort non pas dû à la tempête, mais à l'impolitesse de la route et à ses chaussures cirées. À côté de lui, le capitaine Hastings s'appuya d'une main sur la lanière de cuir au-dessus de lui. Un temps charmant pour un week-end à la campagne, hein, Poirot? Poirot ne répondit pas immédiatement. Son regard, fixé sur les contours obscurs du domaine émergeant dans la brume, semblait étudier Thornwood Hall non pas comme un invité, mais comme un juge. Il est curieux, mon ami, de voir à quel point même la nature semble réticente à révéler ce qui nous attend. Ils empruntèrent la longue allée, flanquée de chaque côté d'ormes battus par les intempéries. Enfin, la voiture s'arrêta devant un manoir de pierre qui menaçait plutôt qu'accueillait, ses pignons pointus se détachant sur le ciel cendré. Un valet de pied apparut, masqué et prudent sous la pluie, et Poirot ajusta ses poignets avant de descendre. « Bon courage, Hastings », murmura-t-il, alors qu'ils s'approchèrent des grandes portes en chêne. Il se peut que derrière une telle invitation théâtrale se cache un drame qui n'est pas simplement scénarisé. Cela avait été une invitation très différente des autres. L'écriture de Lady Wentringham, élégante et précise, s'adressait à Poirot comme on s'adresserait à un médecin convoqué pour une maladie subtile de l'âme. Elle avait réservé son accueil non pas pour une affaire, mais pour une indulgence. Un week-end de théâtre et de société à Thornwood Hall, où les arts peuvent prospérer et l'esprit peut se reposer. Poirot, bien entendu, ne croyait pas aux coïncidences. Malgré toutes les plaisanteries fleuries de la note, il y avait un courant sous-jacent. Aucune mention de crime, certes, mais un indice, une formulation subtile. Votre présence, monsieur Poirot, peut s'avérer éclairante si les ombres tombent là où la lumière devrait habiter. Alors qu'ils enlevaient leurs manteaux et étaient conduits dans le vestibule marbré, les doigts de Poirot effleurèrent une fois de plus la lettre pliée dans sa poche de poitrine. Ce n'était pas le ton du loisir qui persistait en lui, mais plutôt l'odeur de quelque chose de non dit. Dans le salon, la chaleur rayonnait de la cheminée, mais le froid de la pluie à l'extérieur ne semblait pas vouloir lâcher son emprise. Les yeux de Poirot se déplaçaient légèrement d'un invité à l'autre, notant la raideur de leur sourire, les pauses calculées dans leur discours, les hésitations qui masquaient plus qu'une simple maladresse sociale. Lady Wentringham les accueillit avec une dignité gracieuse, mais ses yeux se tournèrent une seule fois, vers l'horloge de la cheminée. Un regard silencieux, inaperçu de la plupart, mais pas de lui. Lord Reginald, son mari, lui offrit une poignée de main ferme, mais il y avait quelque chose de forcé dans la plaisanterie de son accueil. « C'est une maison qui pratique l'hospitalité », murmura Poirot à Hastings alors qu'on leur offrait du thé. Mais sous la lumière de la bonne éducation, je décèle une certaine tension, un ensemble pas tout à fait à l'aise.
C'est sûrement juste une question de nervosité avant le théâtre, a déclaré Hastings. Poirot remuait son thé, impassible. Peut-être, ou peut-être s'agit-il d'un public qui attend plus que des lignes à prononcer. Ils furent présentés, un par un, chacun jouant un rôle à la fois dans la représentation à venir et, soupçonnait Poirot, dans le drame à venir. Imogen Lytton, la nièce de Lady Wantringham et héritière de Thornwood, se tenait près de la fenêtre avec une posture qui traduisait plus l'équilibre que le plaisir. Sa beauté était indéniable, des pommettes saillantes, un sourcil intelligent, mais ce sont les coins serrés de sa bouche qui attirèrent l'attention de Poirot. C'était une femme qui répétait son calme. Puis vint Evelyn Ray, la doublure. Elle souriait trop vite, parlait trop vite et jetait des regards furtifs à Imogen, alors qu'elle pensait que personne ne l'avait remarqué. La jalousie est rarement un acteur subtil. Nigel Blackmer, le dramaturge, avait un esprit mordant et des poignets effilochés. Un homme dont les doigts tachés d'encre témoignaient d'un travail créatif et dont le sarcasme masquait ce que Poirot percevait comme un désespoir croissant. Le docteur Parish, usé par la guerre et émotionnellement réservé, a maintenu une neutralité professionnelle qui semblait étudiée. Interrogé sur sa pratique, il offrit un vague sourire et changea de sujet pour parler de l'architecture de la salle de bal. Et enfin, Richard Adair, un acteur en disgrâce autrefois favorisé par le West End, et désormais à la retraite, par contrainte sociale. Son charme n'était plus tout à fait intact. Il portait l'éclat fragile de quelque chose autrefois doré et maintenant craquelé. Poirot échangea un regard avec Hastings. « Mon ami, murmura-t-il, nous ne sommes pas entrés dans un rassemblement, nous sommes entrés dans un casting. Et quelqu'un ici joue avec beaucoup trop de conviction. » Ce soir-là, les invités se sont rassemblés dans la grande salle de bal, où la scène, modestement ornée de rideaux et de rampes, attendait la répétition du spectacle du week-end. Les chaises étaient disposées, les scripts distribués, et l'air s'épaississait d'une gaieté forcée. Imogen a assumé son rôle avec un équilibre naturel, sa voix traversant la pièce avec clarté. Evelyn, assise hors scène, serre son propre scénario avec une poigne bien plus serrée que nécessaire. Nigel dirigeait avec la confiance erratique de quelqu'un habitué à être ignoré, tandis que Lord Reginald regardait en silence, les bras croisés. Les lignes ont été trébuchées, des signaux ont été manqués. La tension est montée non pas à cause d'une lutte artistique, mais à cause des subtils pics échangés sous le dialogue. Les indications scéniques d'Evelyn ont été corrigées avec une contrariété coupée. Le docteur Parish n'a pas réussi à rire d'une blague qui a amusé la salle. Quelqu'un a noté Poirot, est sorti de la scène par la gauche sans être correctement entré. « Méthode de mise en scène » murmura Hastings. Poirot secoua la tête. Pas seulement cela. Ils agissaient comme si le scénario n'était pas la seule performance à être livrée. Alors que la scène finale était répétée, un roulement de tonnerre retentit dans la vieille salle. Les lumières clignotaient. Les joueurs firent une pause. Pendant cette pause, quelque chose d'invisible trembla dans l'ombre. Le silence tomba dans la salle de bal, alors qu'Imogen prononçait sa dernière phrase. Puis, comme pour signaler un fantôme, il y eut une toux sèche, délibérée, singulière. Cela résonnait faiblement derrière le lourd rideau de velours drapant l'arrière de la scène. La tête de Poirot se tourna, nette et précise. Ce n'était pas une toux de maladie, ni d'accident. C'était théâtral dans sa retenue, chronométré, intentionnel. Personne d'autre ne semblait le remarquer. Nigel aboya une direction.
Evelyn rassembla ses pages avec une grâce exagérée, et la maison commença à se disperser. Mais Poirot restait immobile, les yeux rivés sur le rideau. La toux n'appartenait à aucun d'entre eux, ou si c'était le cas, elle n'était pas destinée à être entendue. Derrière le tissu et la rampe, quelque chose avait bougé, une présence peut-être, un avertissement, ou le bruit de la culpabilité qui se fait entendre. Hastings rigola, alors qu'il quittait la salle de bal. Un flair assez dramatique. Quelqu'un a attrapé le virus du jeu d'acteur. Poirot ne rit pas. Son front s'était froncé, non pas par humour, mais par inquiétude. Il s'arrêta sur le seuil, jetant un dernier regard vers la scène. Cette toux, Hastings, murmura-t-il, n'était pas provoquée par la maladie, ni par les nerfs. Elle ne faisait pas partie de la scène, et pourtant, elle était chronométrée. Hastings haussa un sourcil. « Tu penses que ça veut dire quelque chose ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. « Non, je le sais, mais jusqu'à ce que je sois sûr de ce que... J'écouterai plus attentivement. » Et il continua son chemin, plus lentement qu'auparavant. La pluie avait atténué son assaut sur les fenêtres au matin, et un étrange silence s'était installé sur Thornwood Hall, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Le petit déjeuner était une affaire tranquille, le tintement de la porcelaine et le bruissement occasionnel d'un journal étaient les seuls bruits dans la pièce. Poirot, assis au bout de la table, jeta un coup d'œil à l'horloge au-dessus de la cheminée, puis à la chaise vide réservée à Imogen Leeton. Lady Wentringham, habituellement calme, leva les yeux de son toast intact. Imogen est rarement en retard. Nigel Blackmare marmonna quelque chose à propos des actrices qui travaillaient tard, mais même lui semblait vaguement inquiet. Evelyn Ray remuait son thé avec un calme exagéré, les yeux fixés sur la cuillère en argent, comme si elle pouvait lui expliquer quelque chose. Poirot repoussa sa chaise sans un mot, son regard s'attardant sur le couloir au-delà. Hastings le suivit, sentant ce que Poirot avait déjà conclu. Quelque chose, ou quelqu'un, n'allait absolument pas. Le couloir à l'extérieur des chambres était étrangement calme, le genre de silence qui ne semblait pas naturel, mais attendu. Au fond, une femme de chambre, jeune, pâle et essoufflée, se tordait les mains devant la porte d'une loge. « C'était ouvert », murmura-t-elle, « juste un peu. » Poirot arriva alors que Lord Wentringham tournait au coin de la rue. Avec un signe de tête silencieux, les deux hommes s'approchèrent. Poirot tendit la main et, avec le contact le plus doux, poussa la porte vers l'intérieur. Elle céda sans résistance. L'air à l'intérieur était imprégné d'une odeur de cognac et de quelque chose d'autre, quelque chose de métallique, de clinique. Elle était là, Imogen Leeton, effondrée sur la chaise longue, sa main traînant mollement contre le bras, les yeux fermés non pas dans le sommeil, mais dans la finalité. Ses cheveux auburn se répandaient, comme de l'encre sur son épaule, et sa robe du soir, négligemment enveloppée, exposait la fragilité de la sans-scène dans un contraste tragique. Poirot ne haleta ni ne cligna des yeux. Il entra simplement et observa. La pièce était beaucoup trop calme. Ce fut la première observation de Poirot. La mort, selon son expérience, a laissé derrière elle un désordre qui lui est propre, un chaos subtil, même dans les sorties les plus silencieuses. Mais ici, rien n'a été cassé, aucun signe de lutte. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. À côté de la méridienne se trouvait un délicat verre de cristal, incliné sur le côté, son contenu ambré étant trempé dans le tapis moelleux situé en dessous. Une seule pantoufle gisait près de la cheminée, dans un angle étrange. Son autre pied était nu. Une écriture pliée reposait sur le meuble lavabo,
ses marges marquées au crayon rouge, quelques lignes entourées avec ce qui semblait être une emphase. Émotionnelle, urgente. Poirot s'approcha et ouvrit la première page. Une ligne soulignée en cramoisi disait « Ce qui est caché dans le silence peut brûler plus fort que les mots ». Il n'a rien dit, mais il a tout noté. Une mort peut murmurer, mais la vérité, toujours, insiste pour être entendue. Le docteur Parish arrive quelques instants plus tard, convoqué par la femme de ménage avec des mains tremblantes. Son visage portait la lassitude de la connaissance et de l'évitement. Agenouillé près de la chaise, il examina Imogen avec un détachement professionnel, même si Poirot ne manqua pas de remarquer à quel point la main du médecin tremblait légèrement lorsqu'elle touchait son poignet. « Arrêt cardiaque », murmura-t-il, à moitié pour lui-même. Elle était jeune, oui, mais parfois le cœur. Poirot haussa un sourcil. Madame Lytton était en bonne santé, non. Elle était capricieuse, sujette aux tensions nerveuses. Le docteur Parish hésita, puis ajouta « Cela pourrait expliquer ceci. » Et pourtant, dit Poirot, sa voix douce mais tranchante avec du fer, la tension nerveuse renverse rarement les lunettes ou enlève les pantoufles du pied d'une dame. Le médecin n'en dit pas plus. Poirot tourna une fois de plus son regard vers la vitre. Il y avait quelque chose dans le calme qui résistait à la conclusion. Un puzzle trop soigneusement assemblé était souvent un puzzle dans lequel une pièce avait été forcée de s'adapter. Poirot s'agenouilla près du tapis, les mains soigneusement rangées derrière le dos, son équilibre parfait, comme un homme examinant un beau tableau. Il pencha la tête et plissa les yeux devant le verre de cristal. Pour l'observateur non averti, cela semblerait simplement renversé. Pour Poirot, c'était un message hâtivement déguisé. Il tendit la main, soulevant délicatement la tige entre deux doigts. Un fin résidu, à peine perceptible, collait au bord. Il l'inclina vers la lumière. C'était là, un léger miroitement, non pas d'humidité, mais de quelque chose de granuleux. « Verre écrasé », dit-il dans un souffle. Hastings, qui venait d'entrer, regarda par-dessus son épaule. « Vous pensez qu'il a été falsifié ?» Poirot ne répondit pas. Il a examiné à nouveau le bord et a utilisé un mouchoir plié pour prélever une trace d'échantillon. Le contenu de la boisson elle-même était noirci, du brandy, certainement. Mais il présentait une viscosité inhabituelle. Il se leva. « Mon ami, un meurtre enveloppé d'élégance, espère souvent être pris pour un accident. Mais le verre, le verre n'est jamais aussi docile. Il garde mal ses secrets. » Il le posa délicatement sur le plateau en argent, près de la porte. Et Imogen Lytton tenait compagnie, je suppose, à quelqu'un qui craignait d'en savoir trop. Poirot se dirigea ensuite vers les lourds rideaux de velours qui encadraient le miroir de toilette. Ses yeux traçaient leurs plis avec un soin minutieux, non pour leur esthétique, mais pour leur mémoire, car le tissu, contrairement aux humains, ne mentait pas. Il fit une pause. Près de l'ourlet, faible mais distincte, il y avait une traînée de rouge, une trace de rouge à lèvres, appliquée sur le velours par accident ou à la hâte. Il se pencha en avant. Ce n'était pas là qu'une femme pressait ses lèvres en se préparant. C'était trop bas, trop loin de la vanité et bien trop isolé. Ce n'était pas dû à une réflexion, mais à une collision. Quelqu'un s'était tenu ici. Quelqu'un s'était appuyé contre le rideau, récemment, et sous l'effet du stress. Poirot se redressa, les morceaux changeant dans son esprit, comme des danseurs qui se mettent en rythme. Il y avait eu une réunion ici, peu avant la mort, et quelqu'un avait laissé sa marque, non pas dans l'encre ou le verre, mais dans la couleur qu'il portait sur la bouche. Hastings
maintenant informé de la trace de rouge à lèvres et du bord scintillant du verre, semblait à la fois perturbé et perplexe. « Poirot, suggérez-vous un acte criminel? Cela avait l'air... Eh bien, cela avait l'air assez paisible, presque trop paisible. »« Précisément, » dit Poirot. « La mort qui arrive naturellement n'a pas besoin d'être aussi bien composée. Mais qui ferait une chose pareille? Imogen était, enfin, jeune et charmante. » Poirot ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il se tourna vers la fenêtre, son reflet se dessinant doucement contre la vitre. « Mon ami, » dit-il enfin, « le meurtre s'annonce rarement par un cri. Souvent, il entre par une toux, ou un baiser, ou un rideau un peu trop tiré. » Il toucha le bord de sa moustache. « Le décor est peut-être planté. Les acteurs peuvent assurément s'incliner. Mais c'est toujours dans l'acte final, que le public apprend la vérité. » Et dans ce théâtre, quelqu'un avait écrit une tragédie d'une main délibérée. Les nouvelles se répandirent rapidement dans Thornwood Hall, comme c'est toujours le cas. D'abord dans les chuchotements, puis dans les halètements, puis dans le calme et la réflexion des pas sur le bois poli. Lady Wentringham s'est évanouie en l'entendant, s'est rapidement réveillée grâce à l'odeur des sels, mais son calme n'est pas revenu. Lord Reginald se tenait telle une statue près de la cheminée, sa boisson intacte. Nigel s'est excusé pour se rendre au fumoir. Evelyn s'agrippa à la balustrade de la cage d'escalier plus longtemps que nécessaire. Même les servantes se déplaçaient avec une retenue spectrale, comme si elles avaient peur de déranger les morts. Surtout, Poirot regardait. Pas pour le chagrin, mais pour la culpabilité. Et la culpabilité, il le savait, pleure rarement. Le salon avait été transformé à la hâte en un bureau de fortune consacré à la vérité et à la dissimulation. Poirot, toujours méticuleux, avait demandé que chaque membre de la maison lui soit amené un par un. Les domestiques avaient reçu pour instruction de garder les couloirs dégagés. Il ne devait y avoir aucune écoute, aucun avertissement murmuré d'un suspect à l'autre. Il s'assit tranquillement, sur une chaise, à haut dossier, les mains croisées, les yeux légèrement plissés, non pas avec accusation, mais avec anticipation. Car c'est dans ces échanges tranquilles, ces paroles soigneusement choisies et ces hésitations instinctives que la vérité se révélerait. Hastings se tenait à la périphérie, la plume en l'air. « Un à la fois, mon ami, » murmura Poirot. « Voyons quel masque glisse en premier. » Evelyn entra avec l'air d'une personne déterminée à garder le contrôle. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son expression sage, mais ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait l'ourlet de sa manche. « Je n'arrive toujours pas à y croire, » a-t-elle déclaré. « Imogen, elle était si vivante hier. » Poirot incline la tête. « Tu étais sa doublure, je comprends. » Evelyn sourit trop fort. « Un honneur que j'ai accepté avec plaisir. Naturellement, j'espérais jouer, mais pas comme ça. » « Et pourtant, » dit Poirot, « le rôle que vous convoitiez est maintenant vacant, n'est-ce pas ?» Elle rougit. « C'est cruel, monsieur Poirot. » « La vérité est souvent cruelle. Avez-vous entendu quelque chose d'inhabituel pendant la répétition ?» Evelyn hésita. « Seulement une toux, sèche et brève. J'ai pensé que peut-être quelqu'un dans les coulisses. » Poirot hocha la tête une fois, puis griffonna quelque chose sur le bord de son carnet. Pas une conclusion, mais une graine. La toux était revenue, cette fois enveloppée d'amertume. Nigel entra comme s'il montait sur scène. Il se jeta dans le fauteuil le plus proche, les jambes croisées, la voix désinvolte. « Une tragédie, bien sûr, » dit-il, « mais pas tout à fait surprenante. Imogen était délicate. » Poirot croisa les mains. Elle semblait posséder une force de caractère considérable. « Ah »
dit Nigel d'une voix traînante. Vous faites référence à son sens de la confrontation. Peut-être que je fais référence à sa connaissance des affaires des autres. Pour la première fois, le sourire de Nigel vacilla. Qu'est-ce que tu insinues exactement? Ce quelqu'un avait peut-être peur d'être découvert. Du chantage, peut-être. Des dettes. Un faux chèque, n'est-ce pas? Nigel se raidit. C'était une erreur unique et regrettable. Et quelqu'un dont Imogen connaissait. Elle était du genre à le faire savoir, oui. Poirot ne dit rien de plus. Mais à mesure que Nigel partait, ses pas perdirent leur rythme décontracté. C'était une performance qui dérapait, un dramaturge, semblait-il, hanté par plus que des lignes sur une page. Marie fut ensuite convoquée. Ses yeux brillaient comme ceux d'un oiseau pris au piège, et elle fit la révérence 3 fois de suite. « Je n'ai rien vu, monsieur, » dit-elle aussitôt. « Du moins, ce n'est pas correct. » Poirot sourit doucement. « Ne nous précipitons pas, mademoiselle. Un peu de calme. Et puis la vérité, s'il vous plaît. » Elle se tordit les mains. J'apportais de l'eau fraîche dans la chambre de Miss Imogen après la répétition. J'ai emprunté le long couloir près de la scène. J'ai cru voir quelqu'un derrière le rideau, juste une ombre. Une ombre? Oui, monsieur, juste celui-là. Puis il a disparu. Je ne voulais pas forcer. Tu ne l'as dit à personne? Je ne suis qu'une femme de chambre. Et s'il pensait que je fouinais? Poirot hocha légèrement la tête. La peur était naturelle, mais la justice l'est aussi. Elle est repartie visiblement secouée. Poirot fit une petite note, un témoin silencieux, trop effrayé pour parler jusqu'à ce qu'on lui demande. L'entrée du docteur Parish était raide, mesurée et défensive. « Je maintiens mon évaluation », a-t-il commencé. « La mort a été soudaine, oui, mais pas anormale. Le stress, peut-être. Un cœur faible. » Le regard de Poirot était froid. « Vous avez rapidement conclu. » Parish croisa les bras. « Je suis médecin, pas romancier. Je m'appuie sur des preuves. » « Des preuves comme la bouteille de laudanum dans votre sac ?» Parish tressaillit. « Prescrit pour les migraines et tout à fait légal. » Poirot se pencha légèrement en avant. « Vous avez examiné Imogen sans aucun signe de surprise. Vous attendiez-vous à sa mort? » « Non, mais je n'ai pas été choqué. » « Pourquoi ?» Le médecin hésita. « Parce qu'elle était sous tension, c'est tout. » Poirot ne dit rien de plus. Mais alors que Parish se levait pour partir, la voix du détective le suivit doucement. « Le stress peut affaiblir le cœur, oui, mais la peur obscurcit l'esprit. » Et celui de Parish était clairement embué par plus que du chagrin. Une fois l'entretien final terminé, Poirot resta assis, tapotant son genou d'un seul doigt au rythme de ses pensées. Hastings attendit, le stylo posé à côté de son cahier fermé. « Bien ?» il a demandé. « L'un d'entre eux vous semble particulièrement coupable ?» Poirot ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il se pencha en avant. « Ne trouvez-vous pas curieux, Hastings, que chaque personne, qu'elle soit servante, ou maître, acteur ou dramaturge, se souvienne d'un seul son avec certitude? La toux. Oui, toujours une toux. Pas d'éternuement, pas de pas, pas de murmure. Une seule toux délibérée. » Hastings fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il a été planté? Un signal question-marque. Je pense, » a déclaré Poirot, « que ce n'était pas du tout un son, mais un souvenir. » Un souvenir? Les yeux de Poirot brillèrent. Celui que quelqu'un s'est assuré qu'ils partageraient tous. Il se leva. Ce n'est pas seulement ce qui est dit qui compte, mais aussi ce qui est fait pour paraître mémorisé. Et ainsi, il savait. Le meurtrier avait déjà parlé, par le silence. Hastings suivit Poirot dans le couloir, les sourcils froncés. « Je ne le vois toujours pas, » marmonna-t-il. « Toute cette agitation à cause d'une toux,
Cela semble trop peu important. Poirot fit une pause, sa voix douce mais ferme. « Mon ami, tu as servi à la guerre. Tu connais la valeur du silence, n'est-ce pas ?» Hastings hocha la tête. « Alors comprenez ceci. Un seul son, un clic, une toux, une respiration, peut faire la différence entre la sécurité et la destruction. » Hastings ne parut pas convaincu, mais ne dit rien de plus. Poirot sourit faiblement. « On nous dit d'écouter le coup de feu, » murmura-t-il. Mais c'est souvent le murmure qui se présente devant lui qui révèle la vérité. La loge, réaménagée à la hâte la veille pour les répétitions, était désormais plongée dans un silence inquiet. Les costumes pendaient mollement sur les chaises et les portant à vêtements, et l'odeur de poudre et de transpiration persistait faiblement dans l'air. Hastings, toujours désireux d'être utile, se baissa pour ramasser des vêtements éparpillés sur le sol, lorsque sa main effleura quelque chose de froid, de tranchant et d'inattendu. Sous un tas de manteaux abandonnés et de boas à plumes, se trouvait une petite bouteille brisée, son étiquette déchirée et son bouchon fissuré en deux. « Poirot, » appela-t-il doucement, « vous souhaiterez peut-être voir ça. » Poirot s'approcha sans hâte. Il s'accroupit, effleurant du bout des doigts le verre déchiqueté. Une tache liquide, désormais séchée et noircie, s'accrochait au tissu environnant. Hastings renifla l'air. « Parfum, » dit-il, « mais pas le genre qu'Imogen portait. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Non, mon ami, c'est un souvenir que quelqu'un souhaitait effacer. Mais le souvenir, elle est persistante. » Poirot porta un coin du tissu trempé à son nez et inspira avec une précision silencieuse. Le parfum, bien que faible, était distinct, du jasmin superposé à une nuance plus sombre, du vétiver, terreux et piquant. « Ce n'est pas un parfum de jeune femme, » murmura-t-il. « Ceci est porté par quelqu'un de plus âgé, de plus calculateur. Ce n'est pas de l'innocence, c'est de l'histoire. » Hastings fronça les sourcils. Elle aurait sûrement pu l'emprunter, peut-être pour le spectacle. « Non, » dit fermement Poirot. Imogen portait du lilas blanc, léger, floral, sans complexité. Ceci. Il tenait délicatement le tissu entre deux doigts. C'est délibéré, cela ne lui appartient pas. Il se leva. Le parfum n'est pas un détail, Hastings, c'est une intrusion. Quelqu'un est entré ici avec un but précis et a laissé sa signature. Et comme toujours, pensa Poirot, ceux qui ont peur d'être vus oublient souvent qu'ils peuvent encore n'être sentis. En quittant la pièce, Hastings hésita. « Il y a quelque chose que je devrais mentionner. » Poirot incline la tête. « Hier soir, avant la répétition, je suis passé devant le conservatoire. Lady Wentringham parlait avec son mari. Ils ne m'ont pas remarqué, mais j'ai entendu quelques mots. Elle a dit « Si cette fille dit quelque chose, cela nous ruinera. » Il lui a dit de rester calme, que c'était fini depuis longtemps. La moustache de Poirot se contracta. Comme c'est curieux. Ils avaient l'air très sérieux. En effet, et de telles paroles, prononcées si près d'une tragédie, ne doivent pas être ignorées. Poirot resta silencieux un moment. Ce qui est caché dans un murmure résonne souvent dans la mort. Ce parfum, cette peur, est peut-être vieux, mais peut-être était-il prêt à refleurir. Et Poirot ne faisait jamais confiance aux fantômes qui revenaient sans y être invités. Lady Wentringham reçut Poirot dans son salon privé, avec un sourire posé, mais lorsqu'il mentionna le parfum trouvé dans le dressing, sa posture se raidit sensiblement. « Jasmin et vétiver », dit doucement Poirot, une combinaison saisissante, riche, sensuelle. Elle attrapa sa tasse de thé, mais ne la souleva pas. « Je n'ai pas porté ce parfum depuis des années, » a-t-elle déclaré. « Je n'ai pas dit que c'était le vôtre, madame. » Elle fit une pause.
C'était autrefois courant dans cette maison. Poirot attendit. « Il y a eu un scandale, dit-elle enfin d'une voix rauque. Avant la guerre, mon mari s'est lié d'amitié avec une gouvernante. Elle portait du jasmin. C'est devenu une sorte de signature. Quand je l'ai renvoyée, elle a laissé derrière elle bien plus que des affaires. La rumeur persistait. Et Imogène, elle a peut-être entendu quelque chose. Elle n'a jamais hésité à faire preuve de curiosité. » Poirot incline la tête. « Et la curiosité, madame, peut être fatale, surtout lorsqu'elle effleure de trop vieilles blessures. » L'enquête suivante de Poirot le conduisit à Marie, la femme de chambre. Il s'enquit doucement, sans jamais accuser, seulement en observant. « Est-ce que Miss Imogène a déjà porté du jasmin ?» Mary avait l'air perplexe. « Oh non, monsieur, elle aimait les parfums légers, lilas, gardénia. Ces parfums lourds lui donnaient des maux de tête. Et est-ce que quelqu'un d'autre a eu accès au vestiaire hier ?» Elle hésita. Seulement, « Miss Evelyn, monsieur. Elle était là avant la répétition. Elle a dit qu'elle cherchait le scénario qu'elle avait laissé tomber. » Poirot hocha la tête. « Merci, mademoiselle, c'est tout. » En partant, il pensa à haute voix, à Hastings. L'odeur ne ment pas. Si ce n'était pas celle d'Imogen, elle appartenait à une autre. Et si elle le reconnaissait, si elle en parlait, alors peut-être que quelqu'un craignait qu'une vérité enfouie puisse encore être dite. Poirot trouva Evelyn dans le salon, examinant un scénario avec une attention exagérée. Il s'assit sans cérémonie. « Dites-moi, mademoiselle, dit-il, préférez-vous le jasmin ?» Elle cligna des yeux. « Quoi ? Oh, du parfum ? Pas particulièrement. Étrange, je l'ai rencontré dans les coulisses. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. « Elle en savait trop, » murmura Evelyn. Poirot pencha la tête. « Pardon. Je veux dire, à propos du scénario. Elle avait des idées, à propos du sous-texte. Elle pensait que cela révélait quelque chose. Quelque chose de personnel ? Je ne sais pas. » Poirot n'insista pas davantage. Mais alors qu'il se levait pour partir, il remarqua la légère rougeur de ses joues, la rougeur de quelqu'un qui a parlé avec insouciance. Evelyn Ray, semblait-il, répétait non pas un rôle, mais une défense. Et la réplique qu'elle avait prononcée ne provenait pas de la pièce. Ce soir-là, Poirot se retira dans sa chambre, le calme de Thornwood Hall étant interrompu uniquement par le crépitement de la pluie sur les vitres au plomb. Il marchait lentement, chaque pas mesuré. Son esprit se tourna vers le parfum, jasmin et vétiver, et ce qu'il signifiait dans le langage de la peur. « Le parfum, dit-il à voix haute, est la mémoire de l'âme. Il persiste là où les mots ne le font pas. Il trahit ceux qui préfèrent rester invisibles. » Hastings, assis à proximité, ne dit rien. Il avait appris maintenant que les monologues de Poirot étaient rarement efficaces. C'étaient des explorations. « Ce parfum, a poursuivi Poirot, n'a pas été laissé par hasard. Il était présent récemment. Et il a été reconnu par quelqu'un qui n'aurait pas dû le savoir du tout. » Il s'arrêta devant le foyer. « Et là où il y a de la mémoire, dit-il doucement, il y a un danger pour ceux qui voudraient me la voir réduite au silence. » Poirot fit face à Hastings avec une tranquille certitude. « Il y a quelque chose de théâtral dans ce crime, mon ami, mais pas dans le scénario, dans les silences, dans les symboles. » Vous pensez que le motif était émotionnel ? Oui, pas pour le gain, pour la dissimulation. Il fit une pause. Quelqu'un craignait que le rôle d'Imogen, ses paroles, puisse révéler quelque chose, une réplique peut-être trop proche de la vérité, une performance qui reflétait trop bien la vie. « Et donc ils ont frappé en premier ?»
Poirot hocha la tête. Ils n'ont pas tué pour échapper à la justice, mais pour faire taire les aveux. Une histoire privée, longtemps enfouie, maintenant chuchotée lors des répétitions et réduite au silence, avec une précision fatale. Il croisa les bras. Le passé, Hastings, ne reste pas enterré, surtout sur scène. La scène était revenue au calme. Les chaises étaient tranquilles et les accessoires abandonnés avaient été rassemblés. Mais l'œil de Poirot était attiré, non pas vers ceux qui restaient au-dessus, mais vers ceux qui restaient en dessous. Il s'avança prudemment vers le rideau arrière, dont les épais plis s'accumulaient jusqu'au sol. Là, parmi l'obscurité et la poussière, quelque chose tirait sur la trame de la scène elle-même. Un fragment déchiré de velours bleu profond, déchiré à une extrémité, était coincé entre un clou et le bord du parquet. « Ah !» dit-il doucement, en s'accroupissant pour le récupérer. « Cela ne vient pas des draperies de la maison. » Hastings se pencha en avant. Un costume? Poirot hocha la tête. Peut-être la cape portée par Evelyn Ray, ou une autre, mais déchirée à la hâte. Il examina attentivement le bord. Il n'a pas été accroché par accident. Quelqu'un a attendu ici, a regardé, et puis il s'est déplacé trop vite. Là, au bord du rideau, il trouva non seulement du tissu, mais aussi de l'intention. Panique, peut-être, ou la culpabilité. Tandis que Poirot se redressait, Hastings laissa échapper une faible exclamation. Il se pencha au bord de la scène et ramassa un petit objet brillant. Un bouton de manchette, dit-il en époussetant la poussière. Ça a l'air cher. Poirot le prit avec précaution. La surface était en argent poli et une seule lettre était gravée sur sa face. R. Son expression n'a pas changé. Il le glissa simplement dans sa poche avec un doux « merci ». Hastings haussa un sourcil. Peut-être celui de Reginald. C'est possible, en effet. Et s'il était derrière le rideau? Poirot secoua doucement la tête. Ne galopons pas, mon ami. Un indice ne doit pas être conçu pour s'adapter là où il ne fait que flatter la théorie. Mais ses pensées s'assemblaient déjà. Un costume déchiré, un bouton de manchette égaré, un rideau tiré non pas pour la performance, mais pour la dissimulation. Et derrière, quelqu'un qui avait des raisons de se cacher. Peut-être pas le tueur, mais peut-être assez proche. Plus tard dans l'après-midi, Poirot trouva Lord Wintringham debout, près de la cheminée de la bibliothèque, faisant tourner un verre de Porto sans enthousiasme. Il ne sursauta pas lorsque Poirot entra, mais ses yeux se tournèrent brièvement vers les mains du détective. « Je suppose que vous avez des questions, » dit-il. « Mais oui, » répondit doucement Poirot. « Seulement quelques-uns. Par exemple, où vous étiez lors de la répétition d'hier soir. »« J'étais au conservatoire, » dit aussitôt Reginald, en lisant. « Seul ?» Il hésita. Lady Wintringham se reposait. Je n'avais pas de compagnie. « Pourtant, ce matin, » dit doucement Poirot, « il vous manque un bouton de manchette, à gauche. » Reginald baissa les yeux, puis rit sans humour. Il a dû se détacher. Poirot ne dit rien de plus. Il se tourna pour partir, s'arrêtant seulement pour ajouter « Un monogramme est une chose curieuse, monseigneur. Il déclare l'identité, même lorsque le silence est préféré. » Derrière lui, Reginald reporta son regard sur le feu. Mais il but le Porto d'un seul coup. Nigel Blackmer ne s'attendait pas à la visite de Poirot dans sa chambre. Il le salua avec une désinvolture exagérée, lui montrant des piles de pages éparpillées sur le bureau. « Le deuxième acte a besoin de travail, » dit-il avec désinvolture. Le premier était meilleur, du moins avant la mort d'Imogen, à la fois dans le scénario et dans la réalité. Poirot ignora la remarque. « Puis-je emprunter votre bouteille d'encre » Nigel cligna des yeux. « Je. »
Bien sûr. Poirot l'ouvrit, trempa un bout de papier plié et le tint à côté d'un autre récupéré plus tôt dans la loge. Les encres correspondent, les mains aussi. La couleur de Nigel a changé. Ce sont des éphémères de théâtre, rien de criminel. Une fausse lettre de référence adressée à un créancier, dit doucement Poirot. Le désespoir, monsieur, cela mène à l'insouciance. Elle n'était pas censée le trouver, rétorqua Nigel. Mais elle l'a fait, répondit Poirot. Nigel se détourna, maussade. Il avait menti au monde pendant si longtemps qu'il avait commencé à croire lui-même au spectacle, jusqu'à ce que le scénario se retourne contre lui. Lady Wentringham rencontra Poirot dans la salle de musique, où les bruits de la répétition avaient, depuis longtemps, été remplacés par le deuil. Elle était assise droite, les mains jointes. « Vous avez parlé à Reginald, dit-elle. Je l'ai fait, et aux autres. » Elle ferma brièvement les yeux. C'était il y a des années, le jeu, les dettes. Il a juré qu'il avait tout payé. Et pourtant, dit Poirot, il est fait mention d'un visiteur, celui qui est revenu ce mois-ci, avec des connaissances qu'il vaudrait mieux laisser oublier. Elle hocha lentement la tête. Il a laissé un mot. Il disait qu'il savait ce que Reginald avait fait à Monte-Carlo, que si la famille en ne payait pas, quelque chose serait révélé. Esquimaujean le savait. Elle a peut-être vu les lettres. Elle était curieuse, intelligente. J'ai dit à Reginald de les brûler, mais il en a gardé une, je pense, qu'elle l'a trouvée. Poirot se leva. Le chantage ne cherche pas toujours de l'argent, madame. Parfois, il veut simplement faire du mal. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il partit. Cette nuit-là, alors que Poirot retournait dans sa chambre, il trouva une enveloppe posée juste à l'intérieur de la porte. Sa présence, aussi froide et calculée que la tempête qui se levait dehors. Il l'ouvrit sans hésitation. À l'intérieur, une seule ligne en lettres majuscules écrêtée. « Arrêtez de fouiller dans le passé, sinon le présent pourrait vous enterrer. » Il tenait le message à la lueur d'une bougie, étudiant les bords, l'encre, le parfum. Rien de révélateur, rien de personnel. Mais ce n'était pas un avertissement, pensait-il. C'était de la peur. Et la peur révélait bien plus que l'intention. Cela trahissait la précipitation, la panique, la vulnérabilité. Il l'a plié une fois, l'a mis dans son cahier et a dit à voix haute « On essaie de me faire taire, alors je suis proche. » Le lendemain matin, Poirot a demandé à Evelyne de le rejoindre pour une promenade dans les allées du jardin, couverte de givre. Elle obéit, son manteau boutonné haut, sa voix soigneusement posée. « Vous avez servi dans l'auxiliaire, mademoiselle ?» demanda Poirot. « Je l'ai fait, » dit-elle. « Travail de bureau, tout à fait peu héroïque. Il y avait un officier, français, je crois, qui a été licencié dans des conditions scandaleuses. Et votre nom, il figure sur une ancienne liste du personnel. » Elle se raidit. « J'étais jeune, insensé. Ce n'était pas ce que les gens disaient. » Imogen le savait. Le regard d'Evelyne vacilla. Elle a laissé entendre, lors de la répétition, elle a dit que le rôle que je jouais lui était familier. Et elle aurait pu en révéler davantage, elle n'aurait pas osé. « Mais tu craignais qu'elle le fasse ?» Evelyne ne répondit pas. Poirot regarda devant lui, les murs du jardin, formant un labyrinthe tranquille. Les secrets, mademoiselle, sont comme les parfums. Une fois ouverts, ils ne peuvent être refermés. Derrière eux, le givre crépitait légèrement sous le silence. De retour dans la chaleur du salon, Hastings se servit du thé, jetant de temps en temps un coup d'œil à Poirot. « Vous pensez que le motif n'était pas l'argent ?» Il a demandé. Poirot hocha lentement la tête. « Non, Hastings, l'argent est le masque, pas le motif. Chaque fil, chaque tromperie, a conduit à quelque chose de bien plus fragile, réputation,
Secret. Hastings fronça les sourcils. Alors le meurtre n'était pas prévu pour gagner, mais pour supprimer. Juste comme ça, dit Poirot. Ce n'est pas l'avidité qui tue le plus souvent, c'est la honte. Il se pencha en arrière. Quelqu'un pensait qu'Imogen en savait trop. Qu'il s'agisse d'une liaison, d'un scandale, d'une trahison. La peur n'était pas d'être exposé à la loi, mais d'être jugé. Et alors, ils l'ont réduite au silence. Poirot regarda vers la fenêtre. Pour tuer pour l'or, il faut du désespoir. Pour tuer pour le silence, cela demande de la peur. Et la peur, mon ami, est un maître impitoyable. Il sirota son thé. Et je crois que notre tueur le fait bien. La lumière du matin pâlit à travers les hautes fenêtres de la salle de bal, alors que la maisonnée se rassemblait une fois de plus, convoquée non pas pour le théâtre, mais pour la révélation. Poirot se tenait devant eux, les bras croisés, et un air courtois et définitif. « Je demande seulement de la coopération. » a-t-il commencé. « Pas une performance. Nous allons recréer la scène finale de la répétition d'hier, exactement telle qu'elle était. Vous resterez chacun là où vous étiez. Vous parlerez comme vous avez parlé, rien de plus, rien de moins. » Il y a eu une hésitation, un murmure de Lady Wantringham, un regard entre Evelyne et Nigel. Le ton de Poirot s'accentua très légèrement. « Ce n'est pas pour s'amuser, mes amis, c'est pour la vérité. Et la vérité, comme vous le savez bien, ne craint pas la répétition. » Petit à petit, ils se mirent en place. Les pieds marquaient la scène. Les lignes ont été mémorisées. Et le silence se formait comme des plis de velours, attendant de révéler ce qu'ils avaient caché. Ils commencèrent à contre-cœur, l'énergie de la pièce étant guinée et raide. Les mots venaient d'abord de manière hésitante, prononcés non pas avec conviction, mais avec appréhension. Evelyne se tenait au centre, les mains inhabituellement immobiles. Nigel dirigeait depuis le côté, sa voix particulièrement atténuée. Poirot bougeait peu, mais son regard ne manquait de rien. Il regarda les lignes prononcées, les yeux détournés, car les mouvements se répétaient, mais pas tout à fait les mêmes. Ce n'était pas une répétition, mais un bilan. Lord Reginald a échappé à une phrase, provoquant un rire nerveux de la part d'Hastings, qui est rapidement mort dans le silence qui a suivi. Poirot ne dit rien, mais il notait chaque faux pas, chaque regard, chaque hésitation silencieuse qui résonnait plus fort que le dialogue. La vérité, il le savait, portait de nombreux costumes, mais elle se souvenait rarement de son blocage. Hastings, debout sur le côté de la scène, a déplacé son poids et a accidentellement poussé quelque chose avec le bout de sa chaussure. Il se pencha et le récupéra, un gobelet orné, terni au bord. « Bizarre, » murmura-t-il en l'apportant à Poirot. Cela ne faisait pas partie de la scène. Poirot prit le gobelet en main. C'était vieux, de conception théâtrale, mais pas celui utilisé lors des répétitions. Il se trouvait juste sous la tringle du rideau, là où une main pouvait l'atteindre à l'aveugle ou laisser tomber quelque chose en toute hâte. « Il n'a aucun rôle, » dit doucement Poirot, « et pourtant, il est là. » Il l'a retourné. Un léger résidu s'accrochait à la lèvre presque invisible. Ses doigts l'effleurèrent une fois, puis se retirèrent. Les accidents laissent derrière eux des accessoires, mais les aveux aussi, murmura-t-il. Et déjà, dans son esprit, la scène changeait. Les motifs repeints sous un jour plus clair. Alors que les acteurs reprenaient leur position, le majordome, Wells, discret et posé, s'est approché pour ajuster un candélabre qui était incliné de travers. « Bizarre, n'est-ce pas ?» dit-il doucement, à personne en particulier. Mademoiselle Evelyne était censée prendre les devants hier soir. Puis Miss Imogen insistait pour échanger les rôles à la dernière minute.
Un silence tomba sur le groupe. Poirot se tourna lentement. « Échanger des pièces, dites-vous » Wells hocha la tête, ignorant le poids que sa remarque avait apporté. « Oui, monsieur. » Miss Evelyn avait l'air très surprise. Elle a dit qu'elle n'avait pas le temps de répéter le nouveau blocage. Mais Miss Imogen était convaincante. Le regard de Poirot parcourut la scène. Evelyn s'était transformée en pierre. La tasse de thé de Lady Wintringham tinta légèrement dans sa soucoupe. « Merci, monsieur Wells », dit Poirot presque légèrement. Mais le détail était tombé avec précision. Un changement de rôle, imprévu, tacite, avait complètement changé la donne, et peut-être que cela avait aussi changé la cible. Poirot leva la main, arrêtant la scène à mi-ligne. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le silence s'étendit comme une brume sur les planches de bois. « Mademoiselle Evelyn, » dit-il doucement, « saviez-vous que le rôle que vous avez joué hier soir n'était pas celui qui vous avait été assigné ?» Elle n'a pas répondu. « Mademoiselle Imogen est intervenue de façon inattendue. Elle a pris votre place. Cette décision, semble-t-il, n'était pas seulement artistique, elle a été fatale. » Il y eut une inspiration collective. Poirot fit les 100 pas, lentement. « Supposons, » dit-il, « que quelqu'un ait eu l'intention de frapper, non pas Imogen, mais Evelyn, une boisson falsifiée, une toux répétée, une partie connue d'avance. » Il se tourna vers Hastings. « Mais les acteurs ont changé de rôle. Et aux autres. Une erreur, oui, mais pour qui ?» Evelyn déglutit. Son visage s'est vidé de toute couleur. Et Poirot, l'observant attentivement, n'y vit pas la surprise, mais l'horreur naissante de celle qui se rend compte qu'elle n'a pas été épargnée par la chance, mais par accident. Il n'y avait aucune scène à continuer. Seules les expressions soigneusement masquées vacillent désormais. Le souffle d'Evelyn se bloqua dans sa gorge. Elle attrapa une chaise et la rata. Lady Béatrice agrippa son accoudoir, ses jointures blanches. Lord Reginald ne regardait pas Poirot, mais Evelyn, les sourcils froncés, presque reconnaissables. Nigel bougea, avec inquiétude, tapotant son script contre sa cuisse. Poirot resta immobile. « Lorsque les rôles sont inversés, » dit-il doucement, « les intentions de ceux qui planifient dans l'ombre le sont également. » Il se tourna lentement, examinant chaque visage. Et dans cette confusion, là réside notre vérité. Personne n'a bougé. La salle retint son souffle. Pendant un instant, ce n'était pas le détective qui détenait le pouvoir, mais le fait de savoir que la culpabilité était déjà parmi eux, réagissant, reculant, se retenant, pas avec des mots, mais avec le silence, d'un coup d'œil, un halètement, et, dans le cas d'Evelyn, avec l'incapacité de masquer complètement une vérité à moitié dite. L'exercice était terminé. Poirot remercia les invités rassemblés avec une civilité tranquille, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Pourtant, chacun partait plus lentement qu'il n'était arrivé. Lui et Hastings restèrent derrière. La scène, désormais vide, semblait plus lourde pour ceux qui s'y remuaient. Poirot croisa les bras. « Le théâtre, Hastings, » murmura-t-il, « est un merveilleux professeur. » Hastings parut perplexe. Cela révèle non seulement le caractère, mais aussi la contradiction. Il expose non pas par la lumière, mais par l'ombre. Il sourit faiblement. Et ceux qui avaient planifié en secret ont enfin fait leur confession, mais pas avec des mots, seulement avec les mouvements qu'ils avaient faits une fois auparavant. Alors que les portes se fermaient derrière le dernier invité, Poirot restait immobile. Son esprit réorganisait la soirée, scène par scène, ligne par ligne, mais maintenant, avec une modification cruciale. Evelyn était la victime prévue, dit-il à voix haute. Hastings se retourna. «
Tu es sûr? Poirot hocha la tête. La mort d'Imogen n'était jamais censée se produire. C'était une substitution effectuée sans avertissement. Et le meurtrier? Le regard de Poirot s'assombrit. Il croyait qu'ils tuaient Evelyn, et donc leur culpabilité ne s'est pas estompée, elle s'est déformée. Il regarda de nouveau vers la scène. Dans une tragédie, la plus grande cruauté n'est pas celle qui frappe la lame, mais celle qui manque. Le docteur Parrish se tenait raide dans le bureau, un homme mal à sa place. Les étagères derrière lui se dressaient en silence, tandis que Poirot s'asseyait, croisant les mains avec une douce patience. « Vous avez été utile, docteur, » dit calmement Poirot. « Pourtant, une petite chose me laisse perplexe. » Parrish haussa un sourcil. En effet. Poirot fit un geste léger. « Votre trousse médicale, à l'intérieur, du laudanum. Un sédatif plutôt puissant pour la médecine générale, n'est-ce pas ?» Parrish hésita. « Je souffre de migraine. L'intensité est imprévisible. » Poirot sourit faiblement. « Ah, alors ça engourdit non seulement la douleur, mais peut-être la mémoire. » Le médecin bougea inconfortablement. Poirot se pencha en avant. « Vous étiez présent à la répétition. Pourtant vous étiez invisible, inconnu, sauf pour ce que vous n'avez pas dit. » Il laissa le silence peser, un poids plus convaincant que l'accusation. La détermination de Parrish se brisa sur les bords. Ses doigts étroitement liés sur ses genoux, sa voix basse. « J'ai vu quelqu'un, » dit-il. « Sortez de derrière le rideau. » Poirot ne réagit pas. Il a laissé la vérité arriver en son temps. « Ce n'était que pour un instant, » a poursuivi Parrish. « Les lumières étaient faibles. Je ne pouvais pas être sûr de qui il s'agissait. »« Et pourtant, tu n'as rien dit, » observa Poirot. « Je ne pouvais pas me le permettre. » Sa mâchoire se serra. « J'ai eu des embrouilles, un des invités. C'était discret, mais si j'étais impliqué, si un scandale éclatait, ma position serait compromise. » Poirot incline la tête. « Alors vous avez choisi le silence plutôt que la justice. »« J'ai choisi la survie, » a lancé Parrish. Poirot le regarda pendant un long moment. « La lâcheté de la peur, monsieur, se déguise souvent en discrétion. Mais la peur laisse des empreintes digitales, aussi sûrement que la culpabilité. » Et Parrish les avait laissés tous les deux dans la pièce derrière lui. La voix de Poirot devint plus douce. « Vous êtes un homme de science, mais la science exige de la clarté, n'est-ce pas? Pas des ombres. » Parrish regarda le tapis. « Tu te penses que je suis coupable? »« Non, » dit Poirot. « Je pense que tu es faible. Il y a une différence. » L'expression du docteur vacilla. « La mort d'Imogen n'était pas de ma faute. » « Non, mais ton silence l'a servi. » Il s'est levé. « Il existe une maladie, docteur Parrish, plus insidieuse que celle que vous soignez. C'est la lâcheté morale, et vous, je le crains, l'avez laissé s'installer. » Parrish ne dit rien. Poirot se tourna vers la porte. « Vous êtes renvoyé, non pas comme suspect, mais comme homme d'honneur. Dans cette affaire, vous n'avez guéri personne. Encore moins vous-même. » Alors qu'il quittait le bureau, Hastings suivit Poirot dans le couloir avec les sourcils froncés et une curiosité évidente. « Eh bien, je dois dire que c'était plus que ce à quoi je m'attendais. » Les aveux de l'homme le mettent en scène. Poirot émit un bourdonnement évasif. Il était présent, oui, mais pas comme il le prétend. Il a vu le tueur. Ou pense qu'il l'a fait, a déclaré Poirot. Mais sa confession, tout comme son silence, est commode. Je ne suis pas, a admis Hastings. Poirot s'arrêta devant la cage d'escalier. L'atout, dit-il. Hastings cligna des yeux. Et alors? Le regard de Poirot se rétrécit. Il y a quelque chose qui ne sonne pas vrai. Un détail trop soigneusement placé, comme un décor repositionné comme ça. Et dans le monde de Poirot, de tels détails exigeaient un examen minutieux. Poirot retourna dans sa chambre
et resta assis, immobile, laissant les faits défiler devant son esprit comme une pièce de théâtre bien répétée. La toux, une toux. Chaque témoin l'avait entendu. Parrish ne l'avait pas nié, mais il avait également pris du laudanum ce soir-là. Suffisamment, supposa Poirot, pour émousser les sens et faire taire le corps. Et pourtant, il se souvenait d'une toux, ou plutôt, il répétait ce que d'autres avaient dit. Poirot se leva brusquement. Un homme sous sédatif ne tousse pas sans se réveiller. Le détail était trop net, trop répété. La toux avait été implantée. On ne s'en souvenait pas. Aucun ne se souvient de pas. Personne n'a entendu de parole. Mais tous se souviennent d'une toux. Les yeux de Poirot brillèrent. Ce n'est pas un indice, murmura-t-il, mais une performance. Et les représentations, il le savait, étaient destinées au public. Dans ce cas, le public voulait croire que quelqu'un avait été là, quelqu'un qui n'y était jamais allé. Cela lui vint avec la clarté de la finalité. La toux avait été mise en scène. Une toux est spécifique, indubitable, brève, distinctive, parfait pour créer de la mémoire sans signification. Quelqu'un derrière le rideau avait émis ce son délibérément, non pas comme un réflexe physique, mais comme un acte calculé, comme un signal de scène, murmura Poirot. Placer un acteur invisible dans l'esprit de chaque témoin. Il l'imaginait, les invités distraits par le dialogue, la légère toux qui résonnait dans les rideaux. Pas suspect, juste humain, insignifiant et inoubliable. Le tueur l'avait utilisé comme alibi, sachant que cela se répercuterait sur le témoignage de chaque personne. Un son fabriqué, remplaçant la présence. « C'est charmant », dit doucement Poirot, « comme un mensonge peut reposer sur si peu de choses. Mais les mensonges, aussi petits soient-ils, finissent par s'effondrer sous le poids de la précision. Et la toux était bien trop précise. Poirot a convoqué Parrish une dernière fois, non pas pour l'accuser, mais pour l'absoudre. « Vous n'êtes pas le tueur », dit-il clairement. Parrish expira. « Alors pourquoi ?»« Parce que vous vous êtes placé là où vous n'étiez pas, » répondit Poirot. « Vous n'étiez pas derrière le rideau. Vous n'avez pas été témoin du tueur. Vous souhaitiez paraître utile et, à la place, vous avez révélé votre honte. » Parrish détourna le regard. « Cela n'a plus d'importance maintenant. »« Oh, mais c'est vrai. Votre mensonge ne cachait pas de culpabilité, mais de lâcheté. Cela m'a fait perdre du temps, oui, mais plus important encore, cela a brouillé la vérité. » Il se détourna, les mains derrière le dos. « Vous pouvez y aller, docteur. Il n'y a aucune affaire contre vous, seulement une ombre que vous portez. » Parrish se leva, les épaules baissées. « Je suis désolé. » Poirot ne répondit pas. Alors que la porte se fermait, il parla doucement à la pièce vide. L'injustice prospère non seulement entre les mains des coupables, mais aussi dans le silence des faibles. Et quelque part, au-delà des couloirs et des rideaux, le véritable coupable attendait. Mais maintenant, Poirot écoutait sans distraction. Le grand salon de Thornwood Hall avait rarement vu une telle congrégation, soumise à une telle tension. Le feu crépitait en signe de protestation distinguée, sa chaleur incapable de dissiper le froid soupçon qui flottait dans l'air. Poirot se tenait au fond de la salle, non pas en tant qu'invité, mais en tant que juge, son expression posée et son regard impitoyable. Un par un, les habitants de la maison prirent place. Lord Eladi Wentringham, Nigel Blackmer, Evelyn Ray, le docteur Parrish, Lady Béatrice. Chacun jetait des regards furtifs, mais aucun n'osait parler. Poirot les observa avec la gravité d'un homme qui porte non seulement les faits, mais aussi les conséquences. « Il arrive un moment, commença-t-il,
où la pièce doit se terminer, les masques enlevés, et où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit apparaître dans la lumière. La salle retint son souffle. Le détective avait pris sa place, et l'acte final avait commencé. La voix de Poirot était ferme, ses manières dénuées de drame, mais chacun de ses mots attirait l'attention. Vous avez tous bien joué votre rôle, certains avec habileté, d'autres avec crainte. Mais l'heure est venue de se lever et de se confesser. Il marchait lentement devant eux. Imogen Lytton n'est pas morte par le destin. Ellartal a été assassiné, avec calcul et intention. Il n'y eut aucune réaction audible, seulement des mâchoires serrées et des regards détournés. La méthode était subtile, les indices astucieusement obscurcis. Mais ils étaient là, mes amis, cachés derrière les gestes, les parfums et la fragile architecture des mensonges. Il fit une pause, mais ce n'était pas un crime de cupidité, ni de passion à l'état brut. C'était un meurtre né de l'envie et du silence. Ses yeux se posèrent momentanément sur Evelyn Ray, immobile comme une pierre. « Et maintenant, dit doucement Poirot, nous devons examiner non pas la pièce, mais le dramaturge derrière le rideau. » Poirot se tourna vers les invités, assis. Evelyn Ray, une actrice de renommée modeste, a été invitée ici en tant que doublure. Un rôle secondaire, à la fois sur scène et dans la vie. Elle a regardé Imogen Lytton, la nièce de Lady Wintringham, dominer la scène avec grâce, confiance et influence. Ils croisent les mains. Mais Miss Ray détenait un secret, une indiscrétion de guerre, oubliée de la plupart, mais connue, semble-t-il, d'Imogen. Pendant les répétitions, des lignes subtiles ont été modifiées. Les mots prononcés en plaisantant frappaient trop près de la vérité. Il se rapprocha d'Evelyn. « Peur, mademoiselle, peur d'être exposée, couplée au ressentiment face à votre rejet constant, professionnellement, personnellement. Vous aviez peur qu'Imogen parle, vous démasque. » Il se tourna vers le groupe. Le motif avait deux actes. D'abord, la jalousie, puis l'instinct de conservation. Et dans le monde de Poirot, cela suffisait à faire tomber même les artistes les plus raffinés. Le ton de Poirot s'assombrit, alors qu'il attirait leur attention sur le crime lui-même. Imogen ne s'est pas effondrée sous le choc ou la fragilité. Elle a bu du cognac mélangé à de la poudre de verre, finement broyée, dissimulée dans une boîte à bagues et introduite dans son verre pendant un bref instant dans les coulisses. Il leva la main alors que plusieurs bouches s'ouvraient pour protester. Oui, c'est une méthode rare, mais efficace. Les éclats de chiqueté, une fois ingérés, imitent une insuffisance cardiaque, aucun signe immédiat, seulement de la douleur et la mort. Il regarda à nouveau Evelyn. Vous y aviez accès. Vous étiez dans la loge juste avant elle. Vous prétendiez chercher un scénario, mais en réalité, vous avez placé votre instrument. Poirot recula. Il n'y avait pas d'empreinte digitale, pas de poison traçable, mais votre intention n'était pas la force brute, mais la subtilité, l'acte de quelqu'un qui souhaitait que la mort paraisse naturelle. Il releva le menton. Mais la nature n'écrase pas le verre et ne le verse pas avec du cognac. Poirot s'accorda une pause avant de reprendre, sa voix plus douce maintenant. Vous avez laissé derrière vous, mademoiselle, un morceau de votre costume, du velours déchiré, coincé derrière le rideau. Dans votre hâte, peut-être au moment où vous posiez le gobelet. Il se tourna brièvement vers Lord Reginald. Et un bouton de manchette, mon ami, trouvé à proximité. Idéalement gravé avec vos initiales, trop pratique, continua Poirot. Le bouton de manchette n'était pas le vôtre. Il a été placé pour détourner l'attention. Le tueur souhaitait suggérer une présence masculine derrière le rideau. Il revint vers Evelyn. Mais le velours ne ment pas. Il rappelle la cape que vous portiez pendant la répétition.
une pièce de costume que vous seul manipuliez. Et lorsque les rôles ont changé, quand Imogen a insisté pour échanger les pièces, vous avez paniqué. Il plissa les yeux. Le meurtre était destiné à un autre, mais il a trouvé Imogen. Et vous? Il fit une pause. Tu as quand même joué. Evelyn ne sia pas. Poirot s'éloigna de la lueur du feu, laissant la pièce se rapprocher de sa révélation. Il reste un dernier détail, un son, une seule toux, entendue par chaque témoin, émergeant de derrière le rideau, lors de la scène finale. Il a laissé le souvenir s'installer parmi eux. Pas fort, pas forcé, mais délibéré, conçu pour implanter une présence. La voix de Poirot devint exacte. Et pourtant le docteur Parish, notre supposé tousseur, avait pris du laudanum. Il n'aurait pas pu émettre ce son. Il fit une pause. Mais Evelyn Riley, dit-il doucement, souffre d'un trouble nerveux, elle tousse, non pas de maladie, mais de tension. C'est subtil, mais cela a déjà été entendu. Il se tourna vers elle. Et à ce moment-là, mademoiselle, vous n'avez pas pu vous arrêter. Vous êtes devenue visible, non pas par la vue, mais par le son. Poirot se tapota la tempe. Les petites cellules grises, elles se souviennent de ce que les autres oublient. Et les nerfs d'Evelyn l'avaient inscrite dans la scène. Evelyn était restée rigide tout au long du monologue de Poirot, les yeux fixés sur un point éloigné de toute personne présente. Mais maintenant, sa main tremblait. Le rouge à lèvres, commença-t-elle soudainement. Le frottis, ça ne voulait rien dire. Non, dit doucement Poirot. Cela signifiait tout. Cela vous a placé là où vous n'auriez pas dû être. Le parfum, continua-t-elle, la voix montant. Ce n'était pas le mien. Je n'avais pas porté de jasmin depuis des années. Poirot s'avança. Mais il était resté dans vos affaires. Vous l'avez porté une fois, et son parfum vous a trahi. Elle se leva brusquement. C'était une coïncidence. Vous donnez l'impression que ça a été planifié. Non, dit doucement Poirot. Vous improvisiez. C'est ce qui rend la tragédie si cruelle. Ses yeux étaient débordants. Ce n'était pas censé être elle, murmura-t-elle. Et à ce moment-là, tout le monde le savait. La façade était fissurée. L'actrice avait quitté la scène. Et il ne restait plus que la femme qui avait choisi le silence à travers la mort. Evelyn se laissa tomber lentement sur la chaise la plus proche, la pièce retenant son souffle comme si elle avait peur de briser son effondrement avec le bruit. « Je ne voulais pas la tuer, » dit-elle d'une voix tendue et crue. « Je voulais effrayer, pour l'empêcher de m'humilier. Elle savait. À propos de Paris, de ce que j'avais fait pendant la guerre, elle l'avait écrit dans la scène, subtilement, cruellement. Elle joignit les mains, les jointures blanchissant. Quand elle a accepté mon rôle, je ne pouvais pas m'en défaire. C'était trop tard. L'expression de Poirot ne changea pas. Alors, mademoiselle, derrière le rideau, vous avez choisi le silence. Sa voix se brisa. Je n'ai toujours voulu que le rôle. Et c'est ainsi que s'est terminée la représentation finale, celle sans applaudissements. Le silence qui suivit la confession d'Evelyn ne ressemblait à aucun de ceux qui s'étaient installés auparavant à Thornwood Hall. Ce n'était ni poli, ni simplement abasourdi. C'était lourd, total, du genre à donner l'impression que chaque respiration était empruntée. Evelyn était assise, les mains serrées sur ses genoux, dans une posture rigide, mais son contrôle s'effondrait. Sa poitrine se soulevait avec des respirations superficielles, et lorsqu'elle essaya de parler à nouveau, cela sortit comme un sanglot, petit, brisé et terriblement humain. « Je ne voulais pas... » commença-t-elle, mais la phrase se transforma en larmes. Sa voix se dissout sous le poids de son humiliation. Elle avait été si posée, si déterminée à paraître forte, intelligente, au-dessus de tout soupçon. Et maintenant,
Sa dignité s'effondrait devant eux tous. Elle pressa un mouchoir contre sa bouche, en tremblant. Personne n'a bougé pour la réconforter. La pitié n'avait pas sa place à ce moment-là, pas encore. Même Hastings resta immobile, la regardant avec une expression contradictoire qui oscillait entre le choc et le chagrin. Poirot, cependant, restait silencieux, son regard fixe, pas méchant, mais inflexible. Il avait déjà vu de telles larmes. Ce n'étaient pas les larmes de l'innocence. C'étaient les larmes de la vérité, finalement affrontées et finalement avouées. À travers des lèvres tremblantes et des pauses en larmes, Evelyne commença à parler, la pièce étant suspendue à chacun de ses mots, non plus dans un jugement maintenant, mais avec la sombre fascination de ceux qui regardent la rupture d'un barrage. Cela a commencé bien avant cette maison, avant Imogen, avant la pièce, a-t-elle déclaré. Cela a commencé lorsque chaque audition se terminait avec moi, sortant par la porte latérale, saisissant des lignes que je n'aurais jamais interprétées. Elle eut un rire amer. Ils ont dit que j'avais une présence, mais pas une qualité de star. Et Imogen, elle avait les deux, apparemment, sans même essayer. Ses mains se tordirent sur ses genoux. Elle était plus jeune, plus riche, connectée. Chaque fois que je me tenais derrière elle, derrière le rideau, je sentais qu'elle me tournait le dos. Et puis vinrent les chuchotements. À propos de la guerre, à propos de Paris, elle baissa les yeux. Imogen le savait, ou pensait qu'elle le savait. Elle avait écrit quelque chose dans la scène. C'était voilé, mais je l'ai vu, je l'ai entendu. Je savais ce qu'elle avait l'intention de faire, ce qu'elle pourrait dire. Les larmes revinrent, plus doucement maintenant. J'en avais tellement marre d'attendre d'être remarquée, d'être deuxième. Elle leva les yeux vers Poirot. Je ne voulais pas la tuer, je voulais juste le rôle. Mais vouloir, Poirot le savait, n'avait jamais été un crime, jusqu'à ce que le prix devienne un meurtre. Poirot se rapprocha, sa voix ne portant plus le tranchant de la déduction, mais le poids tranquille de la compréhension. « Vous aviez prévu ça, mademoiselle, » dit-il doucement. « Dites-moi comment. » Evelyne s'essuya les yeux. « J'ai acheté le verre il y a des mois, à Londres. Un accessoiriste m'a un jour expliqué comment le broyer finement, trop fin pour être vu. Je l'ai gardé dans une boîte à bagues, enveloppé dans un mouchoir. J'avais l'intention de l'utiliser auparavant, mais je n'ai jamais trouvé le courage. » Elle déglutit. Cette nuit-là, quand Imogen a insisté pour assumer mon rôle, j'ai paniqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle change les choses. « Vous avez placé le verre dans son cognac ?» demanda Poirot. Elle hocha la tête. Quand elle est sortie pendant la pause, je me suis glissé dans sa loge. Je l'ai versé dedans, juste assez. Et là tout, Evelyne avait l'air honteuse. C'était un tic nerveux. J'ai essayé de le supprimer, mais j'ai pensé que ça pourrait peut-être aider, leur faire croire que quelqu'un était là. Poirot incline lentement la tête. « Vous avez improvisé, » murmura-t-il. Elle ferma les yeux. Je ne savais pas comment l'annuler une fois que ça avait commencé. Et ainsi, pensa Poirot, l'acte final s'était joué, sans répétition, sans pitié. Le coup aux grandes portes s'accompagnait du poids inévitable de la formalité. L'inspecteur Cray, austère et tacheté de pluie, entra dans le grand salon, accompagné d'un agent en uniforme. Il observa les visages sombres avant de poser son regard sur Poirot, qui hocha la tête une fois. « Mademoiselle Evelyn Ray », annonça Cray en s'avançant. « Je vous mets en état d'arrestation pour le meurtre de Miss Imogen Lytton. » Evelyn se tenait debout, instable. Elle n'a émis aucune protestation. Alors que le gendarme approchait, elle se tourna brièvement vers Lady Wintringham, qui ne pouvait croiser son regard, puis à Nigel, qui détourna le regard. Cray lut l'avertissement formel,
sa voix résonnant légèrement sous le lustre. Evelyn se laissa guider, son calme ne retrouvant son calme que dans son immobilité. Pendant un instant, Poirot la regarda comme on pourrait regarder un rideau tomber, ni triomphant, ni cruel, mais inévitable. Et tandis qu'elle disparaissait au-delà du seuil, le public restait assis en silence, abasourdi par le drame dont il avait été témoin malgré lui. Le grand salon, quelques instants auparavant en proie à une tension haletante, semblait désormais caverneux. Les invités restaient dispersés sur les chaises et les méridiennes, parlant à voix basse ou pas du tout. Lady Wentringham tenait un mouchoir sur ses genoux, le regard flou. Lord Reginald s'est servi un cognac qu'il n'a pas bu. Nigel était assis seul, faisant tournoyer son stylo entre ses doigts, comme s'il ne savait pas s'il devait écrire la scène ou l'oublier. Même Hastings, généralement le premier à donner un sens à de tels moments avec un commentaire ou une question, est resté étrangement discret. Le lustre brillait au-dessus de nous, ne reflétant rien d'autre que le poids de la révélation. Le silence n'était pas paisible. C'était le calme laissé à la suite de l'exposition. Et dans ce silence, Poirot se leva, faisant signe à Hastings. « La vérité a été dite », dit-il doucement. « Maintenant, allons là où le silence ne peut plus parler. » De retour dans le bureau, où le feu brûlait toujours doucement et régulièrement, Hastings était assis avec un verre de sherry, tandis que Poirot restait debout, le regard perdu dans la lueur de l'âtre. « C'est une chose terrible », a déclaré Poirot. Avec quelle facilité le ressentiment peut détruire la raison. Hastings leva les yeux. « Tu veux dire Evelyn ?» Poirot hocha la tête. Elle vivait dans l'ombre, projetée par ambition, par comparaison. Quand on croit qu'ils sont invisibles, Hastings, on commence à croire que les règles ne s'appliquent plus. Il croisa les bras derrière le dos. Elle pensait qu'on lui devait un moment, et elle l'a pris, au prix de sa vie. Hastings soupira. Tout cela semble si petit, insignifiant. Poirot se tourna vers lui. Ah, mais c'est là que réside la tragédie. La plupart des crimes ne naissent pas d'un grand mal, mon ami. Ils viennent de la peur, de l'humiliation, de la lente érosion de l'espoir. Il s'assit enfin, la lueur du feu attirant une lueur de lassitude dans ses yeux. Elle n'a pas tué pour l'argent, pas même pour se venger. Elle a tué pour le silence, pour arrêter un mot, un regard, un murmure. Il se pencha en avant. Et dans le théâtre de la vie, à Hastings, les plus petites répliques ont souvent le plus grand poids. Il y eut une longue pause, puis Hastings, toujours fiable, rechercha la légèreté. « Eh bien, dit-il en faisant tournoyer son sherry, ça ne me dérange pas de te le dire, Poirot. La prochaine fois que tu recevras une invitation à une fête à la maison, mettant en vedette des pièces de théâtre amateurs, je préférerais que tu la gardes pour toi. » Poirot sourit faiblement. C'est vrai, le drame ici n'était pas prévu dans le scénario. Hastings rit. Je n'ai jamais vu une répétition se terminer avec des menottes auparavant. Poirot incline la tête, ni une représentation qui se termine par une confession. Hastings s'appuya contre le dossier de sa chaise. Pourtant, je suppose que ça valait le voyage, même si la prochaine fois, je ferais une partie de cartes tranquille sur du poison et des capes de velours. Poirot haussa un sourcil. Mais tu ne les changerais pas, non. Hastings sourit. Peut-être pas. Vous faites du meurtre, étrangement éducatif. Plus tard, alors qu'Hastings s'attardait près du feu, Poirot sortit dans la nuit. La pluie s'était adoucie en une brume, douce mais incessante, enveloppant le parc de Thornwood Hall d'un voile de mélancolie. Le gravier craquait légèrement sous ses chaussures, et le vent faisait bouger le lierre le long de la pierre.
Il marcha lentement sous le portique, puis descendit jusqu'au bord de l'allée, son esprit se déchargeant de détails, dates, indices, contradictions, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que la forme de la vérité. Tout cela était dû à un faux pas au théâtre, un changement de rôle, une toux trop délibérée, un parfum trop vieux, une femme trop désespérée pour être vue. Il leva les yeux vers les fenêtres de la salle de bal, désormais sombres. Cette pièce avait vu des masques portés et retirés, et sous chaque ligne polie, une fracture humaine. Poirot croisa les mains derrière le dos. « Il y a toujours un rideau, » murmura-t-il, « que ce soit du velours ou de la vertu. » Il regarda la brume. Mais derrière tout cela, il y a toujours quelque chose de vrai, quelque chose que le monde ne fera pas taire, même si nous mentons avec délicatesse. Une rafale a agité les arbres. Il se tourna vers la maison. « La pièce est terminée, » murmura-t-il. « Mais les échos, ils demeurent. » Et sur ce, Hercule Poirot rentra dans la maison tranquille. En fin de compte, ce n'est pas la violence de l'acte, mais le désespoir discret qui se cache derrière cet acte qui a démasqué le tueur. Les petites cellules grises de Poirot ont révélé non seulement les erreurs d'orientation intelligente, mais aussi les faiblesses humaines, plus profondes, cachées derrière les rôles, les répétitions et les peurs murmurées. Car dans son monde, aucune performance, quelle que soit sa pratique, ne peut résister à la vérité lorsqu'elle est examinée avec précision et compassion. Et comme pourrait le dire Hastings, j'ose dire Poirot. Si c'est ce qu'implique le théâtre amateur, je pourrais m'en tenir aux charades la prochaine fois. Moins de meurtres, plus de mime. Selon vous, quel a été l'indice le plus révélateur qui a prouvé la culpabilité d'Evelyne? Le velours d'Achiré, la toux ou le verre de cognac? Si vous avez apprécié ce mystère d'Hercule Poirot, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien nous aide à donner vie chaque semaine à des romans policiers de style classique. D'autres cas attendent, et la vérité est toujours juste sous la surface.